Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Voilà, montrez un peu vos visages, Yann et Damien, à nos auditeurs. Bonjour à tous. Trop cool. Bonjour. Yanis, salut, merci beaucoup de ta présence, c'est trop cool. Aujourd'hui, Merci à toi pour l'invitation. avec plaisir, on se retrouve pour un webinaire, un workshop dans le cadre de notre roadmap public qu'on a mis en place jusqu'à présent. Le précédent workshop, on avait la chance d'avoir Rémi Navarro et aujourd'hui, on a Yanis. Donc c'est trop cool, on est trop content. On va parler de versionning, nomenclature. Tu vas nous présenter pas mal de trucs. Je vais juste partager rapidement mon écran pour montrer l'agenda. Vous voyez bien mon écran? Ouais, c'est nickel. C'est super. En commentaire, n'hésitez pas à nous dire si vous nous entendez bien. Voilà. Mettez un petit commentaire pour dire si le son est bon, si ça fonctionne bien. Donc notre agenda aujourd'hui, ça va être de faire des présentations des personnes pour ceux qui ne nous connaissent pas, pour ceux qui ne connaissent pas Yanis. L'objectif du workshop, pourquoi est-ce qu'on le fait? On va faire les retours d'expérience sur tes expériences à toi, Yanis, sur des plateformes qui ont cette fonctionnalité-là que tu as utilisée, c'est trop bien, on a trop de chance à utiliser plein de plateformes, donc on va pouvoir savoir les limites et les best cases, les bons points de ces plateformes par rapport à tes cas d'usage. On fera la petite démo sur Bimono de l'outil qu'on a déjà développé. Et puis, l'idée, c'est que tu sois le plus challengeant possible, je vais dire. Le but, c'est vraiment de travailler comme un brainstorming. On se réjouit trop, puis après, on fera une petite conclusion. Et bien sûr, après, comme d'hab, vous pourrez poser vos questions et réponses en commentaire. Puis, on tâchera d'y répondre en direct. D'ailleurs, vous pouvez même poser des questions maintenant. On répondra en direct aussi, donc avec plaisir. Donc, Yann, alors je vais reprendre ton petit PowerPoint et puis après toi tu reprendras à la main. Ouais. Cool. Donc normalement on fait honneur aux invités, mais t'as inversé l'ordre, donc on va présenter mes chers collègues. Donc il y a Yann donc on est tous cofondateurs bien sûr. Donc Yann, CTO, qui a 8 ans d'expérience dans le développement web, donc c'est lui qui se cache derrière toutes les lignes de code. Entre autres, Damien, qui a 10 ans d'expérience dans le marketing digital. Donc, c'est grâce à lui qu'on a une plateforme on espère qu'il est sexy, qui est intuitif, et puis le but, c'est qu'on soit plus user-friendly. Et puis, moi, qui ai 10 ans d'expérience dans la construction, en tant que conducteur de travaux, en tant que responsable BIM, et maintenant dans le cadre BIMONO. Yanis, je laisse reprendre la main sur la visio. Je vais couper le partage d'écran. Hop. Alors, hop. Alors, vous voyez bien mon écran? Yes. Ok, Voilà, nickel. si tu peux te présenter BIMmotion qu'on suit depuis un petit moment. Donc, on fait coucou à Ahmed et à Tom avec qui j'ai pu échanger. Ahmed Amier, ouais, du coup, qui est un des responsables chez BeanMotion, donc responsable du pôle un peu R&D, donc il est là aussi pour faire quelques recherches à gauche, à droite, et peut-être même voir des nouvelles entreprises qui naissent, un peu comme la vôtre, pour avoir des nouvelles opportunités. Okay. Me concernant, du coup, Yanis Souletard, actuellement, je suis consultant BIM depuis 2 ans chez BeanMotion. Donc, consultant, c'est-à-dire qu'on traite un peu de toutes les missions, AMO BIM, BIM Management, modélisation, stratégie. Mais là, du coup, on va surtout s'adapter sur la partie BIM Management pour tout ce qui va être gestion des plateformes collaboratives. Et avant ça, j'ai eu la chance d'avoir un gros bagage chez Eiffage avec 3 ans au conduite de travaux. Donc, durant ces 3 ans, du coup, que j'ai effectué chez Eiffage, sur chaque projet, on avait des GED et on était un peu tous responsables de notre partie de la GED. Donc, j'ai pu voir le côté GED en chantier pur, côté GED en BIM
Et je suis d'autant plus chanceux d'être invité pour ce webinaire et ce workshop, étant donné que j'ai un attrait pour le BIM, un attrait pour la construction. Votre plateforme lie les deux, donc je suis très content de l'invitation. Et en plus de ça, tu as une expérience terrain Ouais. qui est en plus de nous, selon nous, primordial pour pouvoir construire des outils qui répondent aux besoins. Donc, on est trop content de t'avoir parmi nous. La joie est partagée, vraiment. Pour présenter rapidement, chez FH, du coup, j'étais sur la partie bureau, donc le tertiaire. Donc, on faisait des gros bâtiments de bureaux. Donc, on avait des budgets qui étaient très fournis en termes de documents. Donc, il était important d'avoir un très bon nommage, un très bon versionning, parce qu'il y avait énormément de documents. Et chez BIMmotion, j'ai également eu l'occasion d'être sur des gros projets, que ce soit le Grand Paris avec le métro, les gares du Bourget, le CHU de Nantes, centre universitaire à Bordeaux, d'autres bureaux en Ile-de-France, enfin que des gros projets où du coup il y a des jets qui sont assez fournis, qui sont bien mis en place. Donc c'est une chance et je pense que c'est un petit plus et je vais pouvoir vous challenger sur quelques points que j'ai pu voir sur certaines jets par rapport à la vôtre. Trop bien. En parlant d'autres jets, chez BIMmotion, on a mis en place un radar. Un super outil. Super outil, je crois que c'est grâce à lui un peu que tu es rentré en contact avec nous d'ailleurs. Exactement, parce que je voulais absolument placer Bimono dans ce benchmark. Et Bimono, du coup, est bien présent, comme là on le voit encadré en rouge, avec 59 autres solutions en termes de plateforme collaborative. Donc c'est un radar qu'on met en place, je suis co-responsable de ce radar-là avec un autre collègue, et on travaille dessus, on fait du prospect auprès de plein d'autres marques, plein d'autres solutions pour essayer d'avoir le plus de solutions possible en termes de plateforme, en termes de visionneuses, pour tout ce qui est lié au BIM. On essaie d'avoir le plus d'éléments possible pour ce radar-là. Je te coupe. Là, en gros, un de vos potentiels clients ou même n'importe qui, il accède à ce benchmark général, on va dire. Ouais. Il cherche un peu ce dont il a besoin et puis en fait, ça lui propose automatiquement une série d'outils. C'est ça. Vraiment ouvert à tous. Et ceux qui sont un peu perdus dans la jungle des logiciels, c'est un outil qui permet d'y voir un peu plus clair. Donc, c'est trop bien. Ouais, c'est complètement ce que tu viens de dire. C'est complètement libre d'accès. Donc, il n'y a pas besoin de s'identifier ou quoi que ce soit. On va sur le blog, il y a un accès direct et on peut chercher par mots-clés, enfin, par tout, on peut chercher. Donc, ça permet de s'y retrouver un peu plus facilement. Tu as très bien résumé le truc. Trop cool. Et maintenant, c'était un peu qui j'étais moi et qu'est-ce que je faisais chez BIMmotion. Mais on va peut-être s'attaquer au workshop qui, du coup, a deux objectifs. Donc, au niveau des plateformes collaboratives, tout ce qui va être nomenclature et versionning, c'est sur ces deux points-là qu'on va discuter aujourd'hui, que je vais te parler de quelque chose, tu vas me présenter ce que fait Bimono et on va essayer de réfléchir autour de ça. Et vis-à-vis de la nomenclature et le versionning, moi, je te propose 3 points. D'abord, parler un peu des principes de la norme, surtout l'ISO 1950, qui est un peu la norme de référence dans le BIM aujourd'hui. Et après, te présenter quelques fonctionnalités que j'apprécie chez des concurrents et quelques limites, par contre, qu'il y a aussi chez des concurrents et sur lesquelles vous vous démarquez pas mal. Si ça te convient. Ouais, c'est parfait. Donc, alors, avant de commencer pour le point dans la norme, faut savoir pourquoi la norme a été réalisée. L'objectif de la norme, en fait, c'est d'avoir une unicité des documents. C'est-à-dire que lorsqu'on est sur une plateforme collaborative, on a des centaines, des milliers de documents et on va avoir une unicité. C'est-à-dire que chaque document est unique. Il peut avoir plusieurs versions, mais chaque document est unique. Donc, l'enjeu de cette norme-là, c'était juste de vouloir avoir un document unique. C'est-à-dire que lorsqu'on cherche un document, si jamais je mets un nom, j'aimerais bien voir un seul document apparaître plutôt qu'une liste de documents qui ont à peu près le même nom. Voilà, par exemple, on parlait ce matin des plans de coffrage. Ouais. Un plan de coffrage, il peut s'appeler plan de coffrage, mais il peut y en avoir potentiellement une centaine de plans de coffrage, donc c'est pouvoir distinguer lequel est lequel. Un plan de coffrage par niveau, un plan de coffrage par zone. L'objectif, c'est vraiment, l'objectif de la norme et pourquoi cette norme a été mise en place, c'est des prescriptions, c'est pas des obligations, mais du coup, ces prescriptions-là, elles ont été mises en place pour répondre à ce besoin-là, c'est-à-dire
je veux mon document unique et je veux le voir. Mhm. Donc, à ce niveau-là, la norme, au niveau du nommage, elle nous dit ces éléments-là. C'est-à-dire que le nommage qui est préconisé dans la norme, il est en 7 points. Ça peut être des trigrammes ou enfin une suite de caractères. On a Ouais. d'abord le projet. Donc là, j'ai mis l'exemple, on réalise un webinaire. Donc si jamais notre projet s'appelait webinaire, on pourrait mettre web. C'est Ouais. un exemple. Donc tous nos documents commenceraient par web. L'auteur, ici, c'est moi. Donc le trigramme que nous, on a chez Dailymotion, c'est BNM. Parce que BIM, ça fait BIM et ça peut faire écho. Donc on évite un peu. La zone, on va dire toute zone, zone 1, la zone sur laquelle on se trouve dans le bâtiment, le niveau ou l'étage, le Mhm. type de fichier. Donc, est-ce que c'est un plan? Est-ce qu'on met seulement 2 caractères, seulement 3? Par exemple, plan, ça peut être PL ou PLN, enfin, suivant quel type de structure on veut choisir. La discipline, quel type de document c'est. Donc, si jamais c'est un plan de coffrage, on sera sur du gros œuvre, par exemple. Et enfin, le numéro de la GED, c'est-à-dire sur la GED, quel numéro a mon document. Donc, un numéro unique qui peut aller de 0001 à plusieurs milliers, ou enfin, un numéro qu'on met. Et généralement, ce qui est conseillé, c'est de faire des intervalles de numéros, dire que de tel numéro à tel numéro, c'est pour tel lot, tel numéro à tel numéro pour tel lot, etc. etc. Ok, parce que par exemple, les numéros, si j'ai arc et puis 1001, Ouais. et que j'ai gros œuvre et 1001, on peut avoir les deux mêmes numéros sur la norme ou ça C'est pas ce qui est vraiment conseillé. conseillé, c'est d'avoir un numéro unique. C'est-à-dire que Unique. de se dire entre 0 et 1000, ça va être que des numéros qui sont réservés pour le gros œuvre. Donc, Ouais. entre 0 et 10, plan de coffrage, entre 11 et 20, plan de ferraillage, etc., etc. Après, c'est à agencer un peu comme on veut, suivant notre gestion de projet. Mais ce qui est vraiment conseillé, c'est que ce numéro-là soit unique, c'est-à-dire que même si jamais on ne cherche que le numéro à la fin sur la GED, on puisse retrouver le document. Ouais, c'est super intéressant. Ok. Voilà. Donc après, la norme, elle propose d'autres points comme une classification, mais ça, c'est vraiment propre un peu au système anglo-saxon, qui ont un système de construction qui est différent de nous en France et même de vous en Suisse, je crois, étant donné que eux, ils sont concepteurs-réalisateurs. Ouais. Où nous, en tout cas en France, on fait une conception. Cette conception-là, on fait des études d'exécution pour après réaliser par rapport aux études d'exécution qui ont été validées. Donc, on a la classification, une présentation, donc avec un code qui décrit plus ou moins quel type de document c'est, plutôt que d'écrire schéma de coupe ou enfin planche de coupe ou quoi que ce soit, définir que les coupes, on va appeler ça CP. Donc, dès qu'on verrait CP, on sait que c'est des coupes. Ouais. Et une description, donc ça, c'est ce qu'on voit généralement après toute une série de chiffres ou de nommages comme ça. On a parfois une petite description, donc une petite description comme ça. Mhm. La limite qui est présente dans la norme sur le marché francophone et sur d'autres marchés à nous, c'est qu'il n'y a pas la notion de phase qui est dite dans cette norme-là, qui est très importante pour nous. Donc nous, en France, on est sur APD, APS, Pro, DCE, EXE, et vous, en Suisse, Nous, c'est 30. Alors, phase, c'est 3, 4, 5 en fait. ouais, 31, 32, 41, 51, 52, 53. Et ça va jusqu'à 60 pour l'exploitation. Mais dans l'idée, c'est études, ouais, conception, appel d'offres, exé. Et exé, donc c'est plan pour exé, exécution, conforme à exécution. Et exploitation maintenance pour à partir du 6. et du coup, cette notion de phase est quand même importante pour savoir le document, il est applicable. Donc, c'est un point qui, de mon point de vue, est important à ajouter dans le nommage. Ouais, tout à fait. Voilà. D'accord. Ok. Donc ça, on était sur la partie nommage vis-à-vis de la norme. Et par contre, au niveau du versionning, le versionning, il est assez particulier, étant donné que c'est un truc qui est fait sur pratiquement aucune plateforme aujourd'hui. Le versionning, il va se situer dans la métadonnée du document. Donc on voit le schéma qui est en bas. Le document, il est constitué d'un fichier et de toute sa partie métadonnée. Et le versionning, lui, va être situé uniquement dans cette partie-là de métadonnée. La métadonnée, elle va comprendre du coup le versionning et également tout le nommage. Et on peut mettre à peu près tout ce qu'on veut dans la métadonnée. Et la métadonnée, elle peut être aussi
interopérable avec le document. C'est-à-dire que si jamais on fait des modifications dans la métadonnée, ça modifie le document en même temps. J'ai une question là-dessus. Ouais. Donc c'est super intéressant. En revanche, ça fonctionne bien sur une JED. Quand on est en version papier, Ouais. on est d'accord que le statut et le numéro de version, faut qu'il figure quand même sur le document. Ouais, ça c'est pour ça que c'est les préconisations de la norme, mais c'est pas forcément ce qui est adapté parce que c'est adapté à un certain type de marché. Ouais. C'est pas adapté à la globalité. Où nous, en tout cas, je sais qu'en France, on fonctionne beaucoup avec papier. Même aujourd'hui, où c'est de plus en plus numérisé, on aura toujours des signatures de plan. Les signatures uniquement électroniques, c'est assez rare. Donc, Ouais. on a toujours ce format papier et du coup, la nécessité d'avoir ce versionning présent sur le papier aussi. Mais selon la norme, dans Ouais. une JED, un document dans son nom, il n'a pas l'indice, on va dire. C'est ça. C'est dans la métadonnée que c'est contenu. Donc ça, c'est assez intéressant. Ok. On a l'exemple là, du coup, avec l'extrait du British Standard 1192, avec du coup la colonne FAGL. On voit toute la dernière ligne. On a bien tout le nom avec project, organisateur, etc. Mais la suitability, donc le statut et la révision, donc la version ou la révision, qui ne sont pas dans le nom du fichier. Ouais. Voilà. Donc c'est les préconisations de la norme. Ok. Ce qui peut être un peu compliqué. Moi, je vois ça comme ça peut être compliqué parce que on aime bien quand même avoir juste à la lecture du document, du nom du document, la version. Je sais pas pourquoi, moi en tout cas par habitude. Et là, on doit un peu cliquer, aller chercher l'information, mais en tout cas, c'est super intéressant. Ouais. Bah, c'est pour ça que c'est quand même bien de repartir de la base de la norme, de ce que la norme peut nous préconiser. Mais après, il faut vraiment l'adapter à son besoin, à son marché. Là, c'est pour avoir une norme, enfin une JED qui va être très très informatique, très très technique, etc. Et c'est clairement pas vous le marché sur lequel vous vous positionnez. Vous, c'est la visibilité, la simplicité et la fonctionnalité. Et avoir ce fonctionnement-là sur vos JED, je pense pas que ce sera adapté à votre marché pour le coup. En revanche, je pense qu'on a quand même la possibilité de le faire sans trop d'efforts, je pense, hein, en termes de dev. On est quand même assez, on n'est pas très loin de la vérité. Ok. Eh ben écoute, on continue. Ouais. Et Yann avait l'air d'acquiescer ce que tu disais aussi. Donc. Ouais. 100%, exactement. Yann, sa seule limite, c'est le ciel. Donc, ouais. C'est important. Pour finir un peu avec cette partie un peu brute de la norme et pour expliquer ce qu'ils entendent par statut et version, j'ai retraduit ce qui était écrit du coup dans le British Standard qui s'adapte et qui est lié à l'ISO 19150. Donc le British Standard, il parle de plusieurs états du travail. Donc on a le travail en cours, travail partagé et par la suite travail publié. Donc ça correspond un peu au cycle de vie d'un fichier ou d'un document d'après l'ISO 19150. Donc ça, c'est le schéma qui est présent dans l'ISO 19150. Je pense qu'il doit être présent dans chacune des parties, partie 1, partie 2, etc. Et il nous dit bien qu'on a plusieurs statuts, travail en cours. Pour que ça passe de travail en cours à partager, il faut qu'on ait une approbation. Et pour que ça passe de partager à publier, il faut qu'on ait une autorisation. Donc, il reprend un peu ces principes-là. Donc, c'est pour ça que j'ai ressorti le schéma à côté. Et là, on voit bien que suivant les différents statuts, on est adapté pour l'approbation, autorisé. Donc, on reprend bien les mêmes termes et également les différentes exigences qui sont décrites dans la norme. Là où on voit que c'est publié pour l'AIM. Donc l'AIM, c'est quoi? C'est l'Asset Information Model. Ça va être un peu la maquette exploitation maintenance. Là où, adapté pour le PIM, on est sur le Project Information Model, ce serait plutôt la maquette exé-conception, celle qui est utilisée, travaillée et remaniée. Trop bien. Voilà. Donc ça, c'est pour finir, c'était ce que nous dit la norme, ce qu'elle nous préconise. La partie théorique. C'est ça, la partie théorique. Maintenant, la partie un peu plus pratique, c'est-à-dire sur votre marché, qu'est-ce que font vos concurrents
Voilà. et qui fonctionne bien. Ça nous intéresse. Donc là, c'est l'exemple d'une plateforme concurrente. Je vous ai mis cette capture d'écran parce que je trouve qu'elle ressort bien certains points qui sont assez significatifs. Donc là, on voit bien que ça nous propose automatiquement quand on dépose un document. Donc là, pour avoir cette capture d'écran, j'ai cliqué sur « Ajouter un document ». Ouais. Pour ajouter mon document, ça va proposer directement de remplir tous ces champs-là. Ça évite d'en amont prendre le document, regarder sur la JED quel nommage je dois respecter, le renommer le document, le déposer. Là, dès qu'on dépose un document, ça nous propose directement comment je veux nommer mon document. Donc là, c'était un gros projet où il y avait plusieurs bâtiments, plusieurs blocs, etc. Donc c'est pour ça que le nommage il est assez long. Allonge, ouais. Ouais, mais grosso modo, le principe, c'est ça. Super. Et il y a également une incrémentation automatique de l'indice, c'est-à-dire que dès qu'on va vouloir déposer un nouveau document, ça met à jour automatiquement l'indice. Une nouvelle version. C'est ça, nouvelle version. Ouais. Trop bien. Donc ça, c'est une fonctionnalité qui est plutôt intéressante, qui est présente sur beaucoup de JED, mais reste intéressante parce qu'elle n'est pas sur toutes les JED. Et une question là, tu dois choisir les phases, les machins, ou c'est en fonction du document, du dossier dans lequel tu te trouves, ou de la personne que tu es toi-même. Tu vois, on parle d'émetteur par exemple. Est-ce que c'est des sélections que tu dois faire toi manuellement, ou il y a déjà un certain nombre d'éléments qui sont renseignés automatiquement? Pour ce projet-là, c'est nous qui devions remplir tous les champs automatiquement. C'est-à-dire que ça nous donne un cadre de nommage, mais ça ne nous mâche pas le travail. Ah ouais, ok. Voilà. Donc un risque d'erreur quand même sur le nommage. Ok. On peut toujours se tromper, je donne un exemple, mais se tromper entre blocs et zones, c'est-à-dire vu que c'était un très très beau bâtiment, il y avait des blocs, des bâtiments, etc. On peut se tromper entre blocs et zones, ou peut-être même s'il y avait entre blocs et bâtiments, il y a toujours une notion d'erreur, vu que c'est l'erreur humaine, quoi. Très bien. Voilà. Autre fonctionnalité que je trouve intéressante et qui est bien visuellement, c'est d'avoir une arborescence sur le projet. Donc, comme on aurait sur notre PC, dans l'explorateur de fichiers, sur le côté, on peut voir l'arborescence dans quel fichier on se trouve. Ça, c'est bien parce que c'est plutôt intuitif et ça nous permet de savoir dans quel répertoire de fichiers on se trouve. Donc, je trouve que c'est une bonne idée qui n'est pas présente sur toutes les JED. Et là, on va s'attaquer à une JED qui, elle, pour le coup, s'adapte le plus possible à l'ISO 19150 et ses préconisations. Donc, c'est une JED sur laquelle on a des documents où, dans le nom du document, on n'a pas de version. Et c'est seulement quand on va cliquer dessus pour afficher la métadonnée où on va voir dans, du coup, l'affichage de métadonnées en bas de quelle version, de quelle révision il s'agit. Il y a également des petits symboles qui s'affichent. C'est parce que dans cette JED-là, en fait, on travaille réellement dans la JED. C'est-à-dire que lorsqu'on ouvre un document, on l'ouvre depuis la JED. C'est pas on le copie sur le PC, on le modifie sur le PC. Tout se passe dans la JED. Et c'est pour ça qu'il y a des petits documents où c'est bloqué. Donc, c'est-à-dire qu'un utilisateur est en train de travailler dessus, donc c'est bloqué. C'est libre pour la lecture, libre pour l'écriture. Et il y a également la notion de exporter si on veut travailler en hors ligne, où là, du coup, c'est plus comme les JED qu'on retrouve aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on travaille sur notre PC, puis on met sur la JED. Et donc, on est d'accord que c'est là un peu la suite Office, quoi. Tu peux modifier Word, Excel. Oui. Là, on peut tout modifier. DWG, il n'y a pas de RBT. Là, du coup, c'est une JED qui est un peu propriétaire à son extension, mais oui. Ok, très bien. Ouais. Donc, cette JED-là, elle est bien parce qu'on va dire, elle respecte parfaitement la norme, mais le fait de parfaitement respecter la norme, ça donne aussi quelque chose qui n'est pas forcément très intuitif. Donc, c'est bien et pas bien à ce niveau-là. Et les autres fonctionnalités qui sont intéressantes, c'est lorsqu'on clique sur le document, pouvoir avoir un onglet sur le côté ou quoi que ce soit pour voir de quelle version il s'agit et également voir les derniers visas et surtout quelle version a été visée. Ouais. Donc ça, c'est un affichage qui est intéressant. Mais évidemment, même si toutes les plateformes font des bonnes choses, il y a quand même pas mal de limites. C'est-à-dire que la plupart des JED aujourd'hui, elles se copient, entre guillemets, un peu toutes. C'est-à-dire qu'on a des JED qui se ressemblent entre elles, mais elles ne sont pas forcément simples d'utilisation visuellement, même pour accéder aux fonctionnalités.
Parfois, on doit bien chercher dans quel répertoire on se trouve ou quelle fonctionnalité, dans quelle page il faut aller. C'est pas très intuitif. Et là-dessus, je pense que c'est sur ce marché-là où vous pouvez vous démarquer. Et c'est là-dessus où, du coup, je vais te laisser me présenter ce que fait Bimono Trop bien. à ce niveau-là. Ok, merci beaucoup pour tout ça. Franchement, c'était super intéressant. Je pense qu'on va peut-être faire des ping-pong un peu avec ce que tu as vu sur d'autres concurrents, ce qu'on pourrait améliorer. L'idée, c'est que je te fasse en fait la démo étape par étape de comment est-ce qu'on configure une JED avec l'outil qu'on a développé jusqu'à présent. Avec plaisir. Alors, vous voyez toujours mon écran? Oui. Super. Donc nous, donc déjà quand on arrive sur Bimono, si on parle de l'arborescence qui se trouve à gauche, c'est comme ça qu'on l'a fait également. On a donc la possibilité de se balader dans les différents fichiers et puis d'aller chercher les différents fichiers, pardon. On a la vue globale aussi dans le dashboard, liste globale, et puis là on a les fichiers récents, et puis on peut aussi avoir des favoris, des partagés avec moi, puisqu'en fait Bimono est ouvert, tu peux vraiment, c'est interprojet, si tu as plusieurs personnes qui travaillent sur Bimono, sur plusieurs projets, tu peux rejoindre un dossier ou un projet, c'est pas monoprojet en fait. Ok. J'ai le clavier qui s'est mis en hindi, non en suisse. Donc en gros, ça fonctionne comme ça. On a fait un système un peu qu'on pourrait qualifier de no-code, qui s'appelle automatisation. L'idée, c'est de pouvoir en fait créer des workflows sur la base de conditions, mais les créer en fait de manière automatique et autonome surtout. Ouais. Il y a Rémi, dans le précédent workshop, qui nous avait dit que ce serait trop bien d'avoir des workflows déjà tout faits. Parce qu'en fait, c'est vrai qu'on pourrait les mettre à disposition des utilisateurs et puis ils pourraient aller les modifier après coup en fonction des noms de dossiers, etc. Donc ça, on a pris en compte cette remarque dans nos prochaines développements. Et puis on avait Visa et maintenant on a nomenclature. Est-ce que vous avez un petit onglet ou une petite fenêtre tuto pour expliquer un peu tout le fonctionnement et ce qui est possible? Alors, on n'a pas. On va mettre en place, par contre, je vais me faire une petite note là. Hop. Par contre, on va avoir un FAQ qui t'amène vers des tutos. Et en fait, on a même mieux actuellement, c'est qu'on a un outil d'assistance en direct, donc qui se trouve ici en bas. Ok. Clique dessus, qui est géré par l'IA. Pour l'instant, en fait, tu peux simplement commencer une conversation avec nous. Il y a un petit robot qui va un peu définir ton besoin, puis résumer un peu le besoin. Mais par exemple, si tu dois dire j'aimerais, dans le cas de figure, j'aimerais avoir des infos sur nomenclature, l'IA va directement te rediriger vers notre FAQ, notre tuto en ligne. Et là, tu vas tomber sur des vidéos qui vont t'expliquer comment utiliser l'outil. Tu pourras télécharger des packages de nomenclature, etc. Donc ça, c'est à terme comme ça. L'idée, c'est vraiment d'apporter le maximum d'aide et de support à n'importe quel utilisateur. Tu peux ici mettre des pièces jointes, donc tu vois, tu peux vraiment discuter. Puis en fait, derrière, à un moment, ce sera un robot, mais au bout d'un moment, ce sera nous qui prendrons le relais. Et ça se passera ici pour tout ce qui sera tuto. Ok, trop cool. Donc, nomenclature, comment ça fonctionne? En fait, tu viens ici créer ton nouveau workflow. Et on a 3 étapes. Donc, c'est quand un fichier il se passe quelque chose avec un fichier. Si ça, c'est une condition, alors qu'est-ce qui se passe? Donc là, c'est quand un fichier est importé dans un dossier, en sachant que nous, tu vois, ici, ça pourrait être le chantier 2024, ça pourrait être en fait le chantier, pourrait être ton projet. Pourrait être un dossier. Donc, si je veux ajouter une nomenclature, enfin, en tout cas, une action de document, nommage de document dans un dossier, ça peut être au dossier racine, mais ça peut être aussi par dossier, par sous-dossier. N'hésite pas à me couper si. Pour l'instant, je te suis, j'écoute et je te poserai des questions après. Et puis, je viens sélectionner mon dossier et puis là, j'ai les conditions qui sont activées. Donc là, je peux choisir si c'est par un membre du dossier, si c'est par tous les membres du dossier
bientôt, on aura, si c'est par une équipe, par exemple l'équipe structure, l'équipe architecte, l'équipe gros œuvre. Donc là, si je mets tous les membres, par exemple, si je mets par un membre, je vais ici rentrer mon nom. Tu peux encore ajouter une autre condition, donc ça peut être plusieurs membres, et puis c'est à chaque fois où. Il n'y aura pas et, parce qu'en fait, il n'y aura jamais deux personnes qui vont déposer en même temps un document, mais là, pour l'instant, c'est où. Et puis, alors, qu'est-ce qui se passe? Soit je laisse le nom de fichier tel quel, soit je renomme le fichier par une série de noms. Si on revient PowerPoint, je crois que je l'ai ouvert ici. Ah non, j'ai pas le bon. Ouais. Avec la version à jour. Mais bref, on va continuer comme ça. Donc là, on pourrait ajouter ici une nomenclature. Je peux te dicter les éléments qui sont présents dedans. Si tu veux. Bah, on peut faire les étapes, ouais. Alors la première étape, c'était le projet. Donc, de quel projet Voilà. Projet, on l'appelle Yeah. Après, on avait l'auteur du document. L'auteur, donc, de nouveau, ça c'est une nomenclature personnalisée. Ici, on pourrait mettre en fait la discipline de l'auteur automatiquement. Ok. Je mets STR par exemple, parce qu'en fait, on considère que Simon Molinas, il est dans le groupe STR. Donc, ça après, dans auteur, du coup, eux, ils comptent bien quelle entreprise émet le document. Après, on a un autre onglet discipline. Ok, donc là, on pourrait mettre Bimono, BMO par exemple. Ok. De quelle zone du bâtiment ou quelle zone et quel niveau c'est dans le bâtiment. Après, c'est quel type de fichier c'est. Donc, est-ce que c'est un plan, une maquette, une note de calcul. Là, on a la discipline. Et après, on a le numéro qui est présent dans la jette. Ok. Alors ici, nous, c'est clair qu'on pourrait en fait rajouter, qui serait top même, je pense, c'est qu'on rajoute en fait tous ces éléments de la norme. Et puis que quand tu viens sélectionner, par exemple ici, le niveau, tu puisses en fait avoir une petite liste déroulante des niveaux de ton projet que tu auras configuré au préalable. Au préalable. Donc ça, c'est une remarque, je vais le noter. C'est-à-dire qu'il y aura une configuration. Sur mon petit Xmind. Seconde norme. Trop bien. Donc, on peut mettre aussi le nom du dossier. Par exemple, tu vois, si tu veux mettre dans un dossier genre bâtiment A, puis après niveau 10, 20, 30, 40, et que tu as configuré ton arborescence de dossier de cette manière-là, pour ranger les plans au bon endroit, ici, tu peux mettre le nom du dossier. Donc là, moi, si je mets le nom du dossier, ça mettra 370 pour les Français, 266 CDD, et ça viendra directement incrémenter ce nom. On a aussi la possibilité de mettre une date, et puis le fameux indice que toi tu disais, que la norme préconise dans la métadonnée, nous on peut le faire ici, qu'il soit en alphabétique ou en numérique. Et puis bien sûr une date si on souhaite ajouter, à la limite on va tout faire, comme ça on aura l'ensemble. Et puis là, un petit truc, c'est qu'on doit renommer le fichier. En fait, c'est pas très logique ici. Il faudrait qu'en fait la nomenclature remplace le nom du fichier. Donc ça, on a rendu compte ce matin. Mais on va le mettre à jour. Mais je fais juste un test, par exemple, si je mets 100. Non, là, en fait, j'ai configuré mon automatisation. Pour dès que toi, tu déposes un fichier dans ce dossier-là, ça te le renomme automatiquement, ça. Exact. Ok. Alors, on va faire le test. Importer un fichier. Je vais importer celui-ci, par exemple. Au bol. Et là, on voit que, tu vois, ça l'a renommé 100 au début. J'ai noté 100. Après, il y a le Yeah, BMO, le nom du dossier, et puis la date. Ok. Et ici, l'indice A qui était avant la date, en sachant l'ordre n'a pas d'importance, on peut le faire comme on le souhaite. Et puis maintenant, si je veux rajouter une nouvelle version, je sais qu'on avait discuté ensemble et je le note ici, ça me fait penser. Ouais, pour l'incrémentation, tu commences à l'indice A du coup et tu commences pas à l'indice 0. Exact. Ouais. Ça, c'est une super bonne remarque. Pour généralement, pour les premiers dépôts, généralement, quand on dépose un premier fichier dans une plateforme, on commence toujours à l'indice 0
pour dire lui, c'est celui de base. Donc, c'est celui par lequel on commence. Et après, on a une incrémentation alphanumérique, donc 0, ABC, ou numérique 0, 1, 2, 3, etc. etc. Ouais, super bonne remarque. On se le note, ça sera intégré. Et maintenant, j'ai mon document. Et puis, si je veux ajouter une nouvelle version, en fait, je viens ici, ajouter une version. Je reprends ma nouvelle version. Et ça va directement renommer le document avec la version B, tout en gardant, en fait, la version précédente. Donc, si je le refais encore une nouvelle fois. Et petite question par rapport à la date, parce que du coup, moi, c'est la première fois en tout cas que je vois une date dans un nom de document comme ça. La date, est-ce qu'elle se met à jour en fonction du nouvel indice ou ça garde la première date de dépôt? C'est la date au moment où tu as déposé ton document. Donc pour la première fois? Oui. Ok. Ça, pourquoi on a mis ça? C'est typiquement dans le cadre où tu veux mettre des photos de chantier, parce que là on parle de plan, mais en fait ça peut être sur n'importe quel document de l'AGED. Si tu veux mettre des photos, c'est toujours cool d'avoir tu vois, la date de la photo dans le nom. Comme ça, en fait, tu peux trier, même si tu as en fait les dernières modifications ou la date de création qui existe aussi. Ok. Ça permet en fait d'avoir quelque chose qui soit à jour. Je rebondis là-dessus, du coup, vu que tu me parles de photos, dans l'automatisation du nommage, est-ce qu'il y a la possibilité, ou est-ce que c'est prévu de développer un nommage automatique par typologie de fichier? C'est-à-dire qu'on sait qu'une maquette, ça va être de l'IFC, du RVT ou quoi que ce soit, et peut-être rajouter par défaut type de fichier, et que ça prenne maquette, par exemple, MQN ou quoi que ce soit, que ça nous le mette par défaut pour savoir de quel type de fichier il s'agit. Ouais, écoute, c'est super pertinent. On avait pensé à cette hypothèse. En fait, aujourd'hui, tu peux le gérer en disant que les maquettes IFC, par exemple, elles seront dans le dossier maquette. Ok. En fait, vu que tu le gères, la nomenclature, tu la gères par rapport à une condition d'un dossier, tu peux le faire. Ouais. Mais effectivement, on pourrait dire que quand un fichier est importé et que si le fichier est .png, .pdf, .dwg, etc. par rapport à l'extension, ça influe différemment. Ça serait trop bien qu'en commentaire, vous nous dites si c'est... J'aurais un mauvais truc. Vous nous dites si c'est pertinent aussi selon vous d'avoir cette différenciation par type de document. C'est ça, hein, ce que tu... Ouais. Et essayer d'avoir une incrémentation, enfin une automatisation du nommage par rapport au type du document. Mais si tu me dis qu'aujourd'hui, c'est dans chaque dossier que tu mets les éléments, en vérité, c'est déjà possible avec ta nomenclature personnalisée. Il suffit juste de mettre, quand je sais que je mets dans le dossier maquette, j'ajoute une nomenclature personnalisée pour le trigramme de la maquette. Donc Voilà. en vrai, aujourd'hui, c'est déjà possible. C'est déjà possible. Par contre, je pense que ça peut être super intéressant de se dire que dans un dossier, tu peux avoir différentes nomenclatures, même dossier. Et tu vois, par exemple, je sais pas si tout d'un coup tu mets, tu mets les rapports et puis tu mets les photos. Ouais. Du rapport, parce qu'en fait, je sais pas, elles sont pas liées ou j'en sais rien. Ça peut être intéressant d'avoir la liberté de le faire. Donc écoute, on le note. Et puis voilà, n'hésitez pas à dire en commentaire si ça vous paraît pertinent aussi. Donc là, tu vois, j'ai créé plusieurs versions et puis j'ai mes documents. On a aussi, donc je crois que tu avais vu le workshop des visas. Des visas, ouais. En fait, les visas, ils sont indépendants de la version. C'est-à-dire que si je clique sur l'indice A, j'aurai tout ce qui s'est passé sur les visas précédemment. Et puis après, les visas redeviennent à jour en fonction des nouvelles versions. Ouais. Si je double-clique maintenant sur mon document, donc bon, j'ai pas pris le bon PDF, c'est une sorte de coupe, un profil en ligne qui est assez long. On va peut-être passer avec un autre fichier pour que ce soit plus parlant, par exemple celui-ci, où là on a deux versions. En fait, ici, tu as différents documents PDF et puis tu as tes nouvelles versions qui sont à jour avec la nomenclature. Tu peux en regarder une ou l'autre. Quand tu cliques dessus, tu as un petit message d'erreur qui dit, pas d'erreur, d'information qui dit que tu ne consultes pas la dernière version. Ça, c'est super important. Ouais.
avec un Pour petit... pas se tromper, c'est important. Ouais. Parce qu'en fait, ces documents-là, tu vois, je peux le partager à quelqu'un. Si je me mets ici, la dernière version, je peux la partager à quelqu'un. Nous, on a des partages publics. Donc, si je copie ce lien, ça n'a pas fonctionné parce que je suis en test. Je ne vais pas le faire, je suis sur le serveur test. Mais en gros, si je partage ce lien public et que je le partage à toi qui n'est pas connecté sur Bimono, par exemple, tu veux le partager à quelqu'un, ça va lui indiquer que ce n'est pas la dernière version qui est à jour. Ce qui est super important pour des entreprises qui sont en cours d'exécution. Par exemple, si le gars il scanne un QR code, parce qu'en fait, on peut aussi générer les QR codes par rapport à des documents. Ouais. S'il scanne un QR code, ça lui dit que c'est pas la dernière version, qu'il y a une nouvelle version à jour. Donc ça lui dit attention, potentiellement il y a eu des modifications sur ce projet. Contacte la personne responsable pour savoir si c'est OK pour toi. Le QR code en question, il est attaché à chaque document ou il prend en compte la dernière version du document? Il est attaché à chaque document. Ok. Pour contrer le problème de version, on indique, lorsque tu scannes ce QR code, que ce n'est pas la dernière version. Ok. Tu vois, genre par exemple, C'est quand tu important de cliques le sur faire cette parce qu'en version-là, fait, quand tu vas partager publiquement une ancienne version, tu n'auras pas les versions que tu vois à gauche ici sur l'écran. Tu les as que quand tu es vraiment membre du dossier. C'est là que tu peux passer d'une version à une autre. Mais si une personne partage publiquement, en tout cas une personne qui n'est pas sur Bimono, la version en question, il n'y aura vraiment que cette version-là qui sera accessible par la personne. Ok. Ça peut être utile si on partage à un prestataire qui fera une intervention unique et qu'on ne veut pas lui passer des accès GED pour pas compliquer. Ok. Voilà, exactement. Et on peut passer un fichier, enfin, entre guillemets, de l'accès à un fichier entier ou c'est document par document? Un fichier, tu veux dire un dossier? Un dossier, ouais, un dossier entier. Alors, un dossier, tu devras quand même, ici, c'est inviter une personne à rejoindre. Et du coup, cette personne n'a accès qu'au dossier dans lequel on l'invite? Oui. Ok. En fait, c'est par cascade. Donc, tu peux choisir de l'inviter dans un dossier précis qui sera à plus bas niveau pour vraiment lui dire, voilà, tu as accès qu'à ça. Ou si tu fais plus haut, il aura accès à tous les sous-dossiers à l'intérieur, quoi. Ok. Trop cool. Voilà. Ensuite, je voulais juste te montrer les comparaisons de versions. Donc, on a fait un petit outil qui te permet d'ouvrir en fait 2 versions côte à côte. Qu'on va travailler, qui te permettra aussi après de slider d'une version à l'autre pour voir les différences. Et puis, superposer 2 versions, en fait, pour avoir les différentes couleurs. Et ça rentre peut-être un peu loin et peut-être que c'est pas dans votre esprit, mais je sais que j'ai déjà eu la problématique d'un plan qui est mis à jour du coup avec une nouvelle version sans trop de précision. Et on est un peu obligé de faire le jeu des 10 erreurs, c'est-à-dire trouver qu'est-ce qui a changé. Est-ce que vous avez prévu peut-être par une IA ou quoi que ce soit que lorsque on met côte à côte ces deux plans-là, il y ait l'IA qui arrive à mouliner pour un peu simplifier cette recherche d'erreurs? Ouais, ça serait trop bien. En théorie, c'est le job du mec qui a fait le plan de mettre un petit nuage de points, un petit nuage autour du détail. Mais franchement, ce que tu viens de dire, c'est une super bonne remarque. Ça concerne pas le versionning ou quoi. Enfin, ça concerne le versionning de très loin, mais mais en fait, l'intelligence artificielle compare automatiquement 2 versions et indique en fait où situe la modification. Pour des plans PDF, vu que c'est des lignes normalement qui sont sélectionnables avec le PDF, normalement ça pourrait se faire. Après, si c'est un scan, évidemment, ça devient beaucoup plus compliqué, mais normalement pour une extraction PDF, c'est faisable, je crois. Ah ouais, grave. Non, franchement, c'est trop bien. Je le note aussi. Ok. Donc tu vois, c'est relativement simple comme outil. On a vu, en fait, dès qu'on a une nouvelle version, on voit qu'en filigrane, on voit que les PDF, ils sont en plusieurs versions. Là. Ici, on le voit bien dans le logo. Et puis voilà. Qu'est-ce que tu en penses? C'est très intuitif. Il y a plein de bonnes choses. Après, je me posais la question, est-ce que on est obligé de passer par l'automatisation? C'est-à-dire, si jamais tu paramètres rien en automatisation, qu'est-ce qui se passe quand tu mets un document? Eh ben, en fait, il prend le nom de ton document natif. Ok. Et tu peux le renommer une fois que tu es dans ton dossier?
Exactement, tu peux venir ici, cliquer sur renommer. Ok. En fonction de tes droits, bien sûr. Il y a différents niveaux de droits. Si tu es simplement lecteur, tu pourras. Enfin, en fait, non. Le document que toi tu déposes, tu as le droit de faire ce que tu veux avec. Tu pourras le renommer. Après, j'avais une autre question qui concernait un peu plus une fonctionnalité globale, mais vu qu'on parlait un peu d'unicité du document et que lorsqu'on fait une recherche, on veut trouver ce document-là, je vois qu'il y a une barre de recherche en haut. La barre de recherche, ce qu'elle recherche, vu que tu m'as dit que c'était un peu plus une plateforme par collaborateur qui gère ses projets plutôt que par projet, c'est ça? En fait, C'est-à-dire qu'on peut avoir plusieurs projets sur le même profil. Oui, exactement. Donc, tu peux avoir un seul projet ou tu peux en avoir plusieurs, en fait. Ouais. Si tu fais une recherche, du coup, tu vas chercher sur tous les fichiers auxquels toi tu as accès, ou tu peux paramétrer la recherche pour que ce soit spécifique à un dossier. Alors ça, je laisse répondre Yann. Je suis pas sûr d'avoir la bonne réponse. Actuellement, elle est vraiment globale, ta recherche. Elle va te donner accès à tout ce dont tu as le droit. C'est exactement ça. Donc, dans tous les dossiers, que ce soit les tiens ou ceux qu'on t'a partagés, voilà, du moment que tu as un droit d'accès à ces dossiers-là, tu pourras chercher effectivement des fichiers là-dedans. Ok. Pour l'instant, elle est vraiment très, très générale, cette recherche. Après, c'est clair que je me le note aussi, ça pourrait être sympa de se dire. En fait, il y a toujours un peu deux cas d'école. Il y en a qui aiment bien avoir, qui sont dans un dossier et puis qui veulent quand même aller rechercher un autre document, peu importe d'un dossier. Il y en a qui veulent, quand ils sont dans le dossier, rechercher que les éléments qui sont dans le dossier. Donc ça peut être une question qu'on peut poser d'ailleurs aux personnes qui suivent ce podcast, enfin ce webinaire plutôt. Si ça peut être intéressant de segmenter en fait la recherche par rapport au dossier dans lequel on se trouve. Moi, je sais qu'aujourd'hui, pour des petits projets, on travaille souvent avec une plateforme qui est un peu le même principe que la vôtre, c'est-à-dire qu'on a un profil utilisateur, on a accès à plein de projets, et sur chaque projet, on fait un peu l'arborescence qu'on choisit. Et vu que sur chacun de ces projets-là, à chaque fois, on a un cahier des charges ou une convention BIM qui est différente, le fait de pouvoir chercher convention BIM, on trouve la convention BIM du projet plutôt que de voir toutes les conventions BIM du projet. Ouais, bien sûr. Ouais. Ok. Bah écoute, ça peut gérer aussi par rapport au numéro de dossier que tu as. Si tu as géré ton nomenclature, que tu as mis un numéro de dossier précis, par exemple dans chantier 2024, tous les chantiers commencent par 00. Tu peux aussi rechercher par le numéro. Bon, voilà, effectivement, 00, il y a des 00, il y en a partout, mais tu peux le chercher sur le document. Mais bon, c'est une bonne remarque. Je me la suis notée. Et on pourra effectivement permettre une recherche plus précise. Ok. Après, pour challenger un peu plus, du coup, au niveau du côté métadonnées, aujourd'hui, quand vous cliquez sur un document, les informations qui sont disponibles, c'est dossier, type, propriété. Ok. Dernière modification, date de création, taille. Effectivement, on pourrait imaginer aussi avoir la métadonnée du nommage. Par rapport à la nomenclature qui est imposée, c'est-à-dire imposer peut-être la révision en alphanumérique ou en quoi que ce soit, et peut-être l'imposer directement dans la métadonnée du fichier. Ça permet, en plus du nommage, vu que parfois on peut arriver à des noms qui sont très très longs, quand on prend des trigrammes, le voir assez facilement et simplement. Ouais, et puis comprendre à quoi correspondent les numéros. Ouais. Tu vois, par exemple, niveau 10, tu peux avoir le niveau 10 et tu peux avoir le numéro de projet 0010. Et ça peut porter à confusion. Et si je comprends cette métadonnée, quand tu cliques dessus, ici, tu aurais niveau, ce sera égal 10. C'est trop bien. Franchement, ça, je pense que c'est vraiment un truc qu'on va faire parce que ça fait sens. Et en plus, si c'est normalisé, c'est parfait, quoi. Après, comme je l'ai dit tout à l'heure, la norme, c'est la préconisation, c'est vraiment pas une obligation, quoi que ce soit, mais c'est des choses qui ont été adaptées par rapport aux standards britanniques, mais je pense qu'il y a certaines bonnes idées qui peuvent quand même être prises. Ouais. Non, mais c'est clair, parce que tu vois, les révisions, même si tu veux intégrer de l'information, etc., sur la durée de vie du document, ça peut vraiment être intéressant, quoi. Au contraire.
Pour compléter un peu au niveau de l'automatisation, dans les champs qui sont déjà disponibles, ce serait peut-être intéressant de pouvoir, mais ça je crois qu'on se l'était dit, mais de pouvoir un peu paramétrer, par exemple le fait de mettre le niveau ou la zone, de le paramétrer par projet. Je sais pas si tu l'avais noté. Non, j'ai pas noté, ouais. Liste déroulante par. Ah, si tu l'avais, je crois que ah non, tu avais mis en fonction des paramètres de la norme, mais ouais. Ah bah si, Essayer ouais, de. ouais, j'ai mis. Ouais. Mais du coup, ça, je pense, c'est vraiment un bon point d'avoir une liste déroulante qui s'adapte au projet et de pouvoir la paramétrer en amont. C'est-à-dire qu'il y aurait le responsable de la JET qui passerait un peu de temps à tout paramétrer, mais qui par la suite simplifierait le travail pour tous et pour tous ceux qui travaillent sur le projet. Ouais, trop bien. Ouais, donc en fait, c'est vraiment à ce niveau-là qu'on aurait ici le choix, donc plusieurs possibilités ici, Ouais. que chaque possibilité, en fait, ça puisse dérouler sur des propositions qui sont renseignées en amont. Un peu à l'image qu'on a avec les visas, en fait, finalement. Ouais, voilà. Si on se met ici, le visa que j'ai développé ici, j'ai BMO, mais tu vois, si je viens en rajouter un, STR par exemple, et je vais recréer mon workflow de visa. Mince, je n'ai pas cliqué au bon endroit. On va prendre un truc au bol comme celui-ci. Et ben là, tu vois, ça va rajouter ici. Donc, on pourrait en fait avoir le même principe. Ouais, voilà. Pour les niveaux, on peut dire niveau, et puis tous les types de niveaux, phase, tous les types de phases, les disciplines, etc., etc. Donc ça permettrait un peu ça forcerait les gens dans leur nommage, entre guillemets, mais ça permettrait aussi de ne pas avoir 50 000 nommages différents sur la GED, Ouais. Ce qui permet un peu d'uniformiser le travail en globalité. Grave. Toi, d'un point de vue utilisateur, tu verrais dans quelle interface ce type de configurateur, entre guillemets? D'un point de vue utilisateur, si jamais je suis juste la personne qui dépose le document, j'aimerais pas avoir ça à le paramétrer. Donc c'est pour ça que je parlais du responsable de la GED. Voilà, ouais. Alors, point de vue responsable de GED, ouais. Ouais, niveau responsable GED, peut-être avoir un onglet ou une possibilité différente, ou peut-être juste à côté de nomenclature et visa, peut-être paramètres projet, et dans lequel il y a des éléments ou des champs qui sont prédéfinis, c'est-à-dire les niveaux, tu prédéfinis, j'ai sous-sol, sous-sol 2, sous-sol 3, etc. Tu prédéfinis les propriétés de ton projet et qui sont présentes dans la majorité des projets. Dans tous les projets, on va avoir des niveaux, on va avoir des disciplines qui sont présentes dans le projet. Essayer peut-être de prédéfinir ces choses-là en amont. On pourrait imaginer une petite roue crantée ici. Ouais. Où dans nomenclature, tu viens cliquer dessus et ça t'amène dans un configurateur de champ, en fait. Ouais. Qui viendrait, en fait, après se remplir ici. Et en fonction de ça pourrait fonctionner. On a un petit outil, rien à voir, hein, mais dans le même principe, sur la saisie de temps, en fait, où tu peux venir ici saisir des différents types. Puis après, tu les retrouves dans le choix, en fait. Donc ça pourrait être le même fonctionnement. Ça, du coup, c'est la partie feuille de temps, c'est pour une espèce de pointage depuis la GED, c'est ça? Alors ça, c'est un autre, c'est vraiment un outil qui est un peu différent de la direction de travaux, de la gestion de projet. C'est un outil qu'on a fait un peu en parallèle de cette roadmap, qu'on aimerait bien lancer, parce qu'en fait, dans la conduite de travaux, je sais pas, toi, tu faisais de la conduite de travaux en entreprise générale ou en entreprise exécutante? En entreprise générale, mais du coup, j'ai fait un peu de gros œuvres, un peu de projets architecturaux, un peu de... Ok. Et ben en fait, moi, j'ai fait du génie civil, ou même du gros œuvre, c'est pareil. En général, ton
là, on déborde un peu du thème, mais ça peut être intéressant. Ton budget, ton coût de chantier, en fait, tu le fais sur les salaires, les matériaux, l'inventaire et tiers, c'est le SNIT en général. Et là, cet outil feuille de temps, c'est pour le S, salaire, c'est pour pointer et gérer tes équipes. Donc, c'est vraiment encore un outil qui est assez différent de ce qu'on est en train de discuter, mais voilà. Ok. Un poil hors sujet. Mais intéressant pour vous à présenter dans un prochain webinaire. Ouais, carrément. Ouais. Ok. Moi, au niveau du nommage et du versionning, je crois que je vous ai posé à peu près toutes les questions et tous les petits pièges que j'ai voulu vous mettre, mais vous avez pu répondre à tout. Donc, moi, à ce niveau-là, mis à part du coup ce qu'on s'est dit ici, pour moi, c'est clairement fonctionnel et c'est clairement utilisable dans des projets. Et dans l'esprit de Bimono, c'est très intuitif, c'est très clair, donc c'est agréable. Trop bien. Bah, écoute, merci beaucoup pour toutes ces questions. Pour la qualité de la présentation, franchement, la norme, je l'avais lue. Tu me l'as fait comprendre, entre guillemets. En tout cas, je me fais comprendre facilement. Donc, je pense que ça a apporté énormément de valeur aux personnes qui nous suivent. Donc, c'est trop cool. Si je résume, bon, les tutos, ça, on en a parlé. C'est avoir cette petite configuration pour les types de nommage. Tu as remarqué aussi que nous, il y a pas mal de nommages qui vont se faire automatiquement par rapport à ta discipline. On parlait aussi d'un autre outil où tu devais aller choisir à chaque fois. C'est clair que si tu es ingénieur structure et on a classé ton équipe en tant que structure, tu n'auras pas à ressaisir structure. Si tu as déposé dans un type de dossier, tu n'auras pas à ressaisir le dossier, etc. Le but, c'est vraiment de faciliter la dépose du document et de mâcher le travail aux gens. À ce niveau-là, juste pour rebondir du coup au fait d'imposer, on va dire, quelle est ta discipline, etc., ce serait bien aussi que la personne qui définit cette nomenclature-là au début puisse forcer le champ, mais c'est-à-dire que au lieu de définir au tout début, tu disais quand tel utilisateur met, c'est ce truc-là, quand tel utilisateur met, peut-être essayer d'en faire une globale, c'est-à-dire quand il y a un document qui est déposé dans le projet, il aura cette forme-là, et après peut-être c'est possible de le spécifier par utilisateur pour le fichier. Je ne sais pas si c'est faisable. De le faire un peu en plusieurs niveaux, c'est-à-dire définir une nomenclature projet et après des spécificités utilisateurs. Ouais, ok, je vois un peu en cascade en fait. Ouais. Écoute, je vois le truc. Nomenclature en cascade. En fait, on peut le faire plus ou moins, puisqu'en fait, les nomenclatures, elles se font par dossier. On peut imaginer faire une nomenclature générale sur le dossier racine qui ruisselle sur les autres dossiers. Et après, sur chaque autre dossier, eh ben, tu peux ajuster la nomenclature. En réalité, on peut déjà le faire d'une certaine manière, c'est que tu vas créer ta nomenclature générale. Ouais. Puis après, tu vas la dupliquer. Ah oui, ok, ouais. Et après, tu vas changer la petite virgule qu'il faut en fonction du dossier, etc. De manière infinie. Mais du coup, j'avais proposé ça parce que je n'avais pas vu justement cette fonctionnalité de dupliquer. Ouais. Mais le fait qu'elle soit présente, en fait, il n'y a même peut-être pas besoin de faire cette fonctionnement en cascade. Oui. Le fonctionnement en cascade, il fonctionne quand on a plein d'intervenants. Mais si là, on a plein d'intervenants et qu'on peut faire une règle qui fonctionne pour tous et juste la dupliquer pour chaque type d'intervenant, en fait, ça fonctionne aussi très, très bien. Donc, exact. Je n'avais pas vu l'outil dupliquer, mais du coup, qui est un très, très bon outil aussi. Ok, super. Ouais. On précise qu'on n'a pas payé Yanis pour nous faire des louanges, mais merci en tout cas, ça fait vraiment plaisir. Non, mais c'est pas présent sur que ce soit sur des GED ou même sur des outils. Le fait de pouvoir copier-coller des règles qui sont déjà prédéfinies, ça devrait être présent à chaque fois qu'on définit une règle. Le fait de pouvoir définir une règle et de la copier-coller quand on en est satisfait, c'est quelque chose qui tombe sous le sens et que vous avez mis, mais qui n'est pas présent partout. Donc sur ça, Trop bien. Voilà. Ouais, c'est génial. Merci beaucoup. Donc si on résume, je pense qu'on arrive à une petite heure de workshop. Franchement, c'était super intéressant. La présentation sur les normes, comment est-ce qu'elles fonctionnent,
le benchmark des acteurs concurrents, mais qu'on peut appeler confrères. En fait, finalement, on travaille tous ensemble, donc il n'y a aucun souci. C'était super intéressant aussi de voir les best cases, qu'est-ce qui se faisait de bien, qu'est-ce qui était un peu manquant. On a confronté notre outil à ton expertise, et puis j'ai noté ces quelques points qui sont la configuration, évidemment l'indice qui commence par 0, super important. Ouais. L'automatisation du nommage par type de document, donc si c'est .pdf, si c'est .img par exemple pour des PNG pardon, des images, Ouais. etc., on peut rajouter une règle. L'IA qui va devenir de plus en plus prépondérante dans nos domaines. Nous, on l'utilise déjà pour la FAQ, pour le support. C'est un truc qu'on surveille de très très près. Pour les modifications, pour les versions, ça c'est super intéressant. Ça peut être un vrai atout, notamment que votre mot d'ordre, c'est un peu la simplicité et avoir une très bonne expérience utilisateur. Si avec la GED, on peut faire ce travail de essayer de comparer les documents, c'est un plus garanti. Trop bien. Et puis la recherche, donc ça, il y a vraiment deux écoles différentes. Je vous invite en commentaire à dire ce que vous préférez. Est-ce que quand vous êtes dans un dossier, vous préférez rechercher dans un dossier, ou alors peut-être qu'on pourrait dire, je suis dans un dossier, tu as le choix de rechercher soit dans ce dossier, soit de manière générale. Et c'est le choix. Je crois que sur Mac, moi je suis sur Mac, tu peux en fait, quand tu recherches, c'est soit tu recherches de manière globale ou soit tu recherches sur le dossier type. Okay. Ça peut être un truc, hein, Yann, tu vois, ça peut être utile, une piste. L'information. Pardon ? Mac qui sont très doués justement en expérience utilisateur. Donc, ouais. Franchement, moi je reviendrai plus jamais sur Windows. L'information de la métadonnée du fichier selon la nomenclature. Donc le slide que tu nous avais présenté, on va s'en inspirer, c'est super. Et puis nomenclature en cascade, en fait finalement, on a répondu avec la duplication qui est possible. Oui. Ouais. Donc c'est trop bien. Écoute, je vais me remettre sur notre visio. Damien, Yann, qu'est-ce que vous en avez pensé ? Franchement, c'était un super webinaire. Oui, hyper intéressant et hyper facile à comprendre, surtout sur ta présentation, Yanis. Franchement, pour moi qui suis un peu externe à tout ça et qui suis moins sur la partie métier, voilà, j'ai pu vraiment comprendre la logique derrière, donc vraiment bien fait et très fluide, très cool. On aurait peut-être dû commencer par cette présentation, développer l'outil. Non, mais c'est franchement, tu vois, Yann, il est dans le développement informatique. Tu vois, la notion de nomenclature, bon, ça fait un petit moment qu'on en parle, mais c'est vrai que la manière dont tu l'as présentée, elle est vachement claire. Ouais, c'est clair. Après, cette norme-là, c'est comme on disait, c'est dès qu'on parle de BIM et de projet un peu, c'est vraiment cette norme-là qui ressort à chaque fois. Donc, je pensais que ça pouvait rajouter, une petite valeur ajoutée à ma présence. Avoir cette partie de norme, je pense que c'est un petit plus qui était sympa. C'est trop cool. Et puis, Damien, niveau expérience utilisateur, je pense que tu as eu pas mal de compliments. Donc, bravo. Je ne sais pas si l'enregistrement de mon son s'est fait. Merci Yanis pour ces compliments. Merci beaucoup pour le partage de ton expérience. C'est une vraie valeur ajoutée pour nous et puis pour notre audience, pour les personnes qui suivent ce webinaire, c'est génial. Merci. Trop bien. Mais merci à vous pour l'invitation, encore une fois, et c'était un plaisir, vraiment. Trop cool. Et ben écoute, on va mettre fin à ce webinaire. On te remercie infiniment. Les questions en commentaire, n'hésitez pas, on va répondre tout de suite après. Et puis, je vous dis à très bientôt. On aura le prochain webinaire avec aussi un invité qui va être top. On vous cache, on fait un peu teasing, on ne dévoile pas tout de suite concernant les observations et commentaires plutôt orientés à la fois documents, mais aussi un peu terrain, qui aura lieu courant juin. Donc, restez connectés. Yanis, merci infiniment. C'était trop bien. Merci à vous. Allez, ciao, ciao. À bientôt, salut.